Je n'ai pas fini de lire Outlive, le livre de Peter Attia, mais je ne peux pas résister à l'envie de vous en parler. Parce que je pense avoir enfin trouvé la bonne médecine, bon, c'est un peu grandiloquent dit comme ça, mais la voie à suivre pour pouvoir devenir centenaire ou plus. Alors, je ne suis pas médecin, donc je vais vous présenter qui est Peter Attia, parce que, après tout, c'est peut-être juste une mode ou peut-être un escroc. Ensuite, je vous expliquerai quelles sont les différentes approches de la médecine et pourquoi je pense que celle-là est la bonne. Et il n'y a pas besoin d'être médecin pour le comprendre. Et ensuite, je vous expliquerai les principes de cette médecine. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que de toute manière, ça dépasse largement mes compétences. Mais il y a quand même des choses intéressantes que tout le monde peut en retirer. Et sincèrement, j'espère vous convaincre, parce que derrière, en fait, il y a des années de souffrance ou de vie qui sont en jeu. Hein. C'est vraiment pas anodin du tout. Donc, je ne vais pas mâcher mes mots, je pense qu'on est face à une révolution culturelle. Et je vais vous expliquer pourquoi aussi après dans la vidéo. Alors, je ne suis pas médecin, mais je m'intéresse quand même depuis très longtemps à la santé en tant que yogi. C'est ma priorité en fait. On ne peut pas méditer si on n'est pas en bonne santé. C'est aussi simple que ça. Et pour tout dire, au cours de ma vie, j'ai eu affaire, évidemment, comme tout le monde, à la médecine, et puis j'ai observé aussi les gens autour de moi, et j'avoue, j'ai été très insatisfait avec la médecine conventionnelle. Très frustré, parce qu'en fait, ce que j'observe, c'est je fais n'importe quoi, et puis quand ça va pas, je vais voir le médecin pour avoir une pilule magique qui va résoudre mes problèmes. Bon, évidemment, c'est pas comme ça pour tout le monde, je caricature un peu, mais c'est quand même l'état d'esprit général de beaucoup de monde, et concrètement, c'est comme ça que fonctionne la médecine aujourd'hui. Donc pour moi, qui ai une approche complètement inverse, c'est-à-dire d'essayer d'être au meilleur de ma forme, au meilleur de mes capacités en permanence, eh bien paradoxalement, le système médical, c'est pas du tout le bon outil pour ça, alors que ça ne devrait pas être le cas. Et justement, c'est là où je suis très enthousiaste, après avoir lu les premiers chapitres de ce livre. Donc, qui est Peter Attia? Alors, son livre, déjà, est un best-seller. Bon, en soi, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Il y a des best-sellers qui sont qui sont de mauvaise qualité, mais bon, qui parviennent à séduire les foules. En fait, dès le départ, bon, c'est vrai que j'avais un bon a priori, puisque Peter Attia est passé chez Andrew Huberman, qui est professeur de neurobiologie, bon, et qui est devenu très rapidement une star de YouTube, à cause de la qualité exceptionnelle de ses émissions sur la santé. Et justement, Andrew Huberman nous explique bien, en fait, tout ce qu'on peut faire avec des comportements. Tout ce qu'on peut faire du point de vue médical avec des comportements. Et quelque part, je le considère comme un yogi moderne, même si lui-même n'a pas grand-chose à voir avec la tradition yogi. Hein. Mais l'état d'esprit, l'approche, et même souvent les conclusions sont très similaires. Bon, après, je reviendrai dessus, mais Peter Attia est donc le docteur de Hugh Jackman, acteur très connu. Bon, en soi, on ne peut pas en déduire grand-chose, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, il a donc une chaîne YouTube. Il a un petit peu plus d'abonnés que moi, pas beaucoup, mais bon. Bon, grosso modo, tout ça, ça nous indique qu'il a du succès. D'ailleurs, il a été best-seller. Et après, je suis allé regarder ce qu'en disent d'autres médecins et des chercheurs. Et je reviendrai dessus sur la fin. Il y a quelques critiques intéressantes, mais bon, grosso modo, il valide. Alors, s'il y a des médecins qui regardent cette vidéo, j'espère vous convaincre à minima de lire le livre, et ça serait super que vous nous donniez votre avis dessus. Et s'il y en a qui l'ont déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors maintenant, je vais faire une parenthèse avant de présenter la médecine 3.0, sur les différentes médecines, les différentes approches de la médecine. C'est pour un peu situer celle de Peter Attia, dans quel paysage on peut la placer. Alors, il n'y a qu'un seul système médical, en tout cas, dans les pays développés, un système médical officiel, conventionnel. Ceci dit, dans la pratique, quand on fait un peu d'anthropologie médicale, j'en ai pas fait beaucoup, j'ai lu quelques pages dessus, on se rend compte qu'effectivement, il y a plusieurs approches de la médecine chez les gens. Et je les ai pas sous la main, mais il y a vraiment des statistiques sur le sujet. Les gens ne vont pas voir directement, forcément, un médecin conventionnel. Il y a beaucoup d'autres approches qui sont utilisées, et ce n'est qu'un outil parmi d'autres dans la pratique. Donc, on a les médecines traditionnelles. Par là, je vais entendre la médecine chinoise, la médecine taoïste ou la médecine ayurvédique, par exemple. On a les médecines parallèles. Alors ça, je vais mettre là-dedans, ou spirituelles, les choses comme le Reiki, mais aussi
tout ce qui est dans la sphère du bien-être qui déborde de temps à autre sur les questions de la santé. Bon, on pense à Thierry Casasnovas qui, lui, bon, je connais pas trop, mais propose une médecine, je pense, à base de jus, des approches, disons, plus naturelles, dans le sens moins basées sur de la chimie. Ensuite, je le mentionne, même si ce n'est pas la manière dont moi je vais utiliser ce terme dans cette vidéo, la médecine 3.0, pour beaucoup de monde, en fait, ça veut dire médecine connectée. Mais il y a une énorme différence avec celle que je vais vous présenter là, c'est que cette médecine connectée, en fait, c'est de la médecine 2.0, selon Peter Attia, améliorée. Et cette médecine-là, en fait, personnellement, je la trouve très dangereuse. Alors, ça, c'est mon côté bioconservateur, mais cette médecine-là, elle va nous amener petit à petit à nous transformer en cyborg, à remplacer nos organes par des organes en plastique, à remplacer ou à compenser, pardon, nos déficiences par de la chimie et à être de plus en plus dépendants d'un système médical. C'est pas du tout la même chose avec celle de Peter Attia. Je mentionne aussi, c'est très proche, la médecine intégrative. Donc, qui est une approche qui vise un peu à réconcilier la médecine conventionnelle et les médecines traditionnelles et ou parallèles. Et l'idée, grosso modo, c'est de dire que ce ne sont pas des médecines qui s'excluent les unes les autres, et que parfois, si vous déprimez, par exemple, c'est pas la bonne approche d'aller voir un psychiatre pour lui demander des anxiolytiques. Il faut peut-être changer de travail. C'est la partie sociale. En fait, c'est une approche qui combine à la fois le biologique, le psychologique et le social. Et donc, dans la médecine intégrative, on peut retrouver des gens qui vont faire du reiki, du reboutage, mais aussi des médecins conventionnels, des spécialistes du cœur, de la chirurgie, etc. Et ça, personnellement, je trouve que c'est une approche très intéressante. Elle est nouvelle. Il faut voir un peu dans la pratique comment ils arrivent à se coordonner les unes les autres. Mais c'est une nouvelle tendance qui émerge. Alors, c'est pas exactement celle de Peter Attia, bien que par certains aspects, ça s'en rapproche. Ensuite, il y a aussi un vocabulaire que vous retrouverez à droite à gauche, c'est la médecine 4P. Prédictive, préventive, personnalisée, j'ai fait une faute d'orthographe, et participative. Et en fait, là, c'est très proche de ce que propose Peter Attia. Alors, je fais un petit rappel. J'avais fait une vidéo sur les côtés sombres de la modernité, où j'avais parlé du mythe médical du médicament. Je le vois encore écrit régulièrement dans des blogs ou des livres que nous avons gagné, nous avons doublé quasiment notre espérance de vie grâce au progrès de la médecine. Bon, ben en fait, c'est en grande partie faux. Ce qui s'est passé, c'est que on a effectivement gagné beaucoup d'années d'espérance de vie, mais c'est en diminuant énormément la mortalité infantile qu'on l'a faite. Et cette diminution, comment on l'a obtenue? C'est en éradiquant quasiment complètement les maladies transmissibles. Et comment on a éradiquer les maladies transmissibles? Vous allez immédiatement me dire vaccin, antibiotiques. Eh ben non. En fait, c'est la logistique, c'est le traitement de l'eau, c'est la chaîne du froid. Et c'est aussi, d'ailleurs, la logistique qui permet la distribution à grande échelle des vaccins. Mais ils sont arrivés dans un troisième temps, en fait. Donc en premier, c'est parce qu'on est mieux nourri et parce qu'on traite nos eaux usées. Et ensuite, il y a le savon aussi. Et bien sûr, les antibiotiques et les vaccins jouent un rôle, mais beaucoup plus marginal. Donc le gros des gains d'espérance de vie, parce que là je peux vous dire que ça fait baisser la moyenne, hein, quand on est là en 1941 avec une mortalité infantile encore au sommet. Donc le gros des gains d'espérance de vie, ils sont faits là. Et maintenant, si on regarde la partie quand est-ce qu'on meurt, bon, et ben avant on mourait autour de, une fois qu'on avait passé l'enfance, on mourait, le pic de mortalité c'était autour de 70-75 ans. Maintenant le pic de mortalité, voilà, il est autour de 85 ans, quelque chose comme ça. On a gagné 10 ans. Mais il ne faut pas oublier qu'on est mieux nourri, il y a beaucoup moins de guerres, et après, il y a une partie, alors est-ce que c'est 7 ans, 5 ans, 3 ans, je ne sais pas, mais il y a une partie qui vient des progrès médicaux. Mais grosso modo, on n'a pas gagné 40 années d'espérance de vie grâce à la médecine. Et en plus, ici, là, dans cet intervalle-là, dans ces 10 années qu'on a gagné, en fait, si on regarde les années de vie en bonne santé, ben en fait, on n'a rien gagné. C'est-à-dire que oui, on vit un peu plus longtemps, mais pas en bonne santé. Donc les progrès médicaux, ben en fait, ils sont encore à faire, ils n'ont pas vraiment été faits. Et c'est précisément le point de départ du livre de Peter Attia. Alors, il ne reprend pas ce graphe, ça c'est mon explication à moi, ce sont mes recherches à moi. Mais quand il parle de médecine 3.0, il commence par définir la médecine 1.0, donc là je cite son livre. Grosso modo, la médecine 1.0, c'est celle d'Hippocrate. Et sa contribution majeure, c'était de dire que les maladies
n'étaient pas des punitions ou des tourments envoyés par les dieux, mais qu'elles avaient des causes naturelles. Et donc on pouvait influencer dessus grâce notamment à la nourriture. Que la nourriture soit ton premier médicament. Ça, c'est la première médecine. La deuxième médecine, c'est quand on a découvert en fait, les microbes et qu'on a arrêté de considérer que les causes naturelles, c'était des miasmes ou le mauvais air et qu'on faisait des saignées. Bon, voilà, c'était ce qu'ils appellent l'époque de la médecine héroïque, en fait, où quand on était malade, il y avait autant de chances d'être tué par les traitements du médecin que de guérir tout seul. Donc la médecine 2.0 est quand même un immense progrès. On comprend beaucoup mieux d'où viennent les maladies. Mais, je vous rappelle, c'est surtout ce qu'on a réussi à vaincre, c'est surtout les maladies transmissibles. Gardez bien ça en tête, on va en reparler tout à l'heure. Et donc après, il explique que la transition a quand même été longue et difficile, hein, pour passer de la médecine 1.0, celle des miasmes et du mauvais air, à la médecine 2.0, celle qu'on connaît actuellement. Et donc la médecine 3.0, en fait, elle se résume par ce graphe qui est dans le livre de Peter Attia. Bon là, il y a quelques couleurs en plus. Mais grosso modo, c'est ici que ça se passe. L'idée, c'est de dire, voilà l'espérance de vie des gens si il n'y avait pas la médecine 2.0. La médecine actuelle, la médecine conventionnelle. Vous prenez une population, alors ça c'est des graphiques qu'on a par exemple chez les souris, et chez les humains aussi. Mais bon, grosso modo, il y a le même graphique. Enfin, ils se ressemblent. Si on prend une population ou si on prend les capacités moyennes d'une personne, si vous voulez, son niveau de santé. Disons ici, là, à 25 ans, on est au top. Puis après, ça commence à se dégrader. Par exemple, dans le MMA, à partir de 35 ans, ça commence à devenir très difficile de maintenir leur carrière. Le pic, c'est autour de 30 ans, parce qu'ils ont l'expérience et ils n'ont pas encore beaucoup... Ils n'ont pas beaucoup décliné. Et 40 ans, c'est rare. Il y a quelques champions, mais il n'y en a vraiment plus beaucoup. Donc en fait, cette courbe, elle montre à la fois quand les gens meurent, en moyenne, mais aussi notre niveau de santé général, en tant qu'individu. Donc ça, c'est, la courbe noire ici, c'est quand il n'y a pas d'intervention. Ce que fait la médecine 2.0, en fait, elle ne fait pas grand-chose, jusqu'à ce que vous arriviez proche de la mort, et là, elle intervient, et elle vous rajoute quelques années de vie, en plus ou moins bon état. Donc c'est pour ça que je vous disais, moi en tant que yogi, cette médecine ne me convient pas du tout. Donc là, Peter Attia, lui, il dit, non, en fait, nous, ce qu'on veut, que la médecine nous fournisse, c'est ça. On veut vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Et on veut mourir rapidement quand l'heure est venue, sans passer par la phase où on devient dépendant. Parce qu'en fait, ici, là, toute la zone orange, en fait, c'est, vous pouvez plus faire vos courses, vous n'avez plus à mettre vos chaussettes, vous ne pouvez plus vous déplacer tout seul, etc., etc. C'est la phase du déclin, vous vous souvenez plus des choses. Et là, la phase rouge, là, c'est vraiment, vous êtes en mauvais état. Donc l'idée, c'est de retarder le plus possible le déclin pour profiter de la vie et réduire au maximum la phase que tout le monde veut éviter, en fait. Donc voilà l'idée. Je rajoute, c'est une toute petite parenthèse, que ça, pour moi, étant donné là où on en est dans l'évolution de la société, avec l'arrivée des IA et les révolutions potentielles de la médecine, notamment la médecine régénératrice, la médecine génétique, il y a moyen que, ici, là, peut-être, la courbe, carrément, elle remonte, et qu'on explose la limite par là des 115 ans, qui est à peu près, pour l'instant, la limite biologique, grâce à des thérapies géniques notamment. Bon, je ferme la parenthèse. Et donc ça, évidemment, en tant que yogi, ça, c'est une approche qui me convient. C'est l'approche que je cherchais depuis longtemps, et que je n'avais trouvé que dans le yoga. Donc je suis extrêmement content de constater qu'il y a des médecins, donc conventionnels cette fois-ci, qui comprennent cette approche. Alors, il y en a sûrement existé de tout temps, mais là, je pense qu'avec Peter Attia et d'autres, on est face aux prémices d'un changement culturel, donc auquel vous allez pouvoir participer si vous suivez cette chaîne. Parce qu'évidemment, pour le moment, ça reste assez marginal. Bon, maintenant, on va voir un petit peu les principes fondateurs de cette médecine. Alors l'idée, c'est qu'il y a 4 cavaliers de l'apocalypse des maladies, qui sont les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer et Alzheimer. En fait, Alzheimer, d'une manière générale, c'est les démences. Et derrière, l'idée, c'est qu'il y a des causes communes qui sont liées au vieillissement. Et qu'en fait, en s'attaquant à ces causes communes, on va repousser ces maladies. Ce ne sont pas des maladies qu'on attrape comme des microbes. J'ai croisé quelqu'un, paf, ça me tombe dessus, sans qu'il y ait de véritables raisons. Non, ce sont des maladies qui se construisent tout au long de la vie, sans qu'on le sache, et puis qui tout d'un coup nous tombent dessus. Et là, c'est là où la médecine 2.0, médecine conventionnelle, intervient, alors qu'en fait, on devrait intervenir beaucoup plus tôt. Donc voilà, en gros, tout démarre avec
des inflammations chroniques qui débouchent sur ce qu'ils appellent des désordres métaboliques. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça dépasse mes compétences, on commence à rentrer vraiment dans le dur du médical. Et le livre de Peter Attia est assez technique, hein. C'est facile à lire, hein, mais c'est technique. Alors, le désordre métabolique, c'est là-dedans qu'on va retrouver le diabète. Et en fait, après, ça débouche, donc, quand ça s'aggrave, ben, soit sur des problèmes cardiovasculaires, soit sur des cancers, soit sur des maladies neurodégénératives, donc des démences. Alors là, je vais vous montrer concrètement des statistiques à ce sujet. On est sur le site Institute for Health Metric and Evaluation. C'est un institut statistique de santé publique basé à Seattle, sous la houlette de l'Université de Washington. Donc en fait, là, on a ce qui s'appelle le burden of disease, je ne sais pas en français, la charge médicale de toutes les maladies à l'échelle de la planète. C'est compté grosso modo en journée d'arrêt ou en journée perdue. Donc si vous vous arrêtez de travailler, ben, vous êtes compté dedans. Si vous mourrez plus tôt que votre espérance de vie normale, vous êtes compté dedans. En gros, c'est ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre uniquement les décès, pour simplifier, parce que c'est moins compliqué à comprendre. Donc là, on voit que les statistiques changent un peu. On voit qu'il y a une nouvelle chose qui est apparue, qui n'était pas là avant. Si je mets en 2015, bon voilà, la Covid a remplacé, bon, globalement, ça ne change pas énormément, mais la Covid a remplacé pas mal de maladies transmissibles, dans les statistiques en tout cas. Et je précise une chose, donc en bleu, ce sont les maladies, ici ce sont non transmissibles, pardon, ici ce sont en rouge, ce sont les maladies transmissibles, en vert, bah, c'est le reste, c'est les accidents, les meurtres, noyades, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà, regardez bien, donc on est sur les décès, sur les causes des décès. Je vais passer sur la France. Regardez bien les changements, voilà, hop, les maladies transmissibles, bon, bah, elles ont quasiment disparu. Alors là, je suis en 2015, si je me mets aujourd'hui, voilà, on voit quand même qu'il y a un gros paquet qui est arrivé là avec la Covid-19. Bon, espérons que ça va baisser. Là, c'était en 2021, les dernières statistiques, donc normalement, je pense que ça a dû beaucoup se réduire. Je ne sais pas si on est revenu au même niveau qu'avant, mais bon, grosso modo, je vais me placer en 2018 pour avoir des statistiques hors Covid, qui a priori sont un épiphénomène. Maintenant, je vais changer un petit truc en mettant les statistiques avancées. Je vais me mettre au niveau 2 pour avoir les grosses catégories. Donc ici, CVD, c'est les maladies cardiovasculaires. Ici, néoplasme, c'est les cancers. Ici, on a les diabètes. Et ici, on a les troubles neurologiques, donc les Alzheimer et compagnie, toutes les formes de démence. Donc on voit bien ce qu'ils appellent donc les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et on voit bien que parmi ces 4, les cancers et les maladies cardiovasculaires se taillent un peu quand même la part du lion, des causes de mortalité. Donc si on prend ces 4 cavaliers, eh bien il y a, dans les pays développés, beaucoup plus de chances de mourir de ça que de mourir d'autre chose, que de maladies transmissibles ou d'accidents. Donc c'est de ça qu'on parle. Et donc, comment Peter Attia propose d'attaquer ce problème? Donc ici, on retrouve nos 4 cavaliers. Eh bien, pour faire simple, ça va être essentiellement 3 choses. 1, des diagnostics. Donc là, on utilise le système médical actuel. 2, l'hygiène de vie. C'est vraiment le centre de ce qu'il propose. Manger, bouger, dormir et s'entourer. Et ensuite, utiliser des suppléments médicaux. Ça peut être autant des médicaments que des suppléments alimentaires. Évidemment, il s'agit aussi d'éliminer, autant que faire se peut, tout ce qui peut avoir une mauvaise influence. L'alcool, le tabac, la sédentarité, l'addiction au travail, workaholisme, le stress quoi en gros. Donc voilà un peu comment ça se présente. Et en fait, si on exclut les médicaments et les diagnostics, ben, tout ça en fait ça fait partie de l'attirail du yogi finalement. Et c'est là où moi, je fais une petite parenthèse, qui était quand même un peu fâché avec les médicaments jusqu'ici. Donc, disons, moi, la médecine, je l'ai utilisée pour les diagnostics. Les traitements, ça a été très rare, voire quasiment inexistant, jusqu'ici. Parce qu'en fait, je me méfie de la médecine dans la mesure où, si elle vous donne un médicament pour compenser des mauvaises habitudes de vie, alors oui, évidemment, les médecins ils vont vous dire, bon, évitez de faire ceci ou cela, mais pour moi, ça n'a pas grand sens. Sauf en cas d'urgence, évidemment. Mais là, maintenant, avec cette médecine 3.0 de Peter Attia, enfin, pas que lui, mais bon, disons qu'il est au centre de ça. Là, les choses, pour moi, elles sont remises dans l'ordre. Et donc, par exemple,
si votre condition médicale vous empêche de faire de l'exercice physique. Alors là, oui, ça devient intéressant de prendre un médicament pour pouvoir réenclencher un cercle vertueux, pour pouvoir retourner à la salle de gym. Mais si c'est pour continuer vos mauvaises habitudes de vie, ben là, franchement, pour moi, c'est une aberration. Donc là, cette médecine-là, elle remet les choses dans l'ordre. Et c'est ce qui me plaît énormément. Parce que c'est assumé tel que je le dis là. Alors maintenant, je vais conclure pour vous donner un petit peu les grandes lignes de cette médecine, les points que je n'ai pas abordés dans la partie principe. Parce qu'après, évidemment, dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. C'est dans les détails que se cache le diable, comme on dit. Donc déjà, pour l'instant, il faut préciser que, en tout cas, cette médecine-là de Peter Attia, c'est une médecine de luxe. On ne va pas se le cacher. Ça demande quand même pas mal de moyens pour faire tous ces diagnostics qu'il propose. C'est pas donné. Donc c'est peut-être pas pour tout le monde. Après, il y a des choses à récupérer pour les gens normaux comme moi, ils ne sont pas millionnaires ou qui ne sont pas des stars. C'est aussi une médecine de pionnier, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer au fil du temps. C'est-à-dire on tâtonne encore. D'ailleurs, Peter Attia lui-même n'hésite pas, de ce que j'ai vu de lui, à changer d'avis. Par exemple, sur le jeûne, je crois, à vérifier, mais qu'à un moment, il le proposait. Et maintenant, il est moins fan. Et ça, je trouve que c'est très bon signe, qu'il soit capable de se remettre en question. Après, c'est une médecine qui demande une technicité élevée. Honnêtement, là, le yoga, la médecine yogique, c'est des trucs que vous pouvez faire tout seul. Là, il faut être accompagné d'un médecin pour ce genre de médecine. Non, absolu. Vous pourriez faire vous-même vos diagnostics. Et d'ailleurs, c'est une tendance aux États-Unis, les autodiagnostics, ça se développe pas mal. Par contre, après, quand il s'agit de commencer à aller utiliser des molécules médicales, là, il y a des effets dans tous les sens, des interactions dans tous les sens. Donc là, il faut avoir des connaissances médicales approfondies pour aller sur ce terrain-là. Donc voilà, bon ça je l'ai déjà dit précédemment, hein, c'est une médecine préventive, mais aussi participative. Hein. Il le dit lui-même, Peter Attia dans son livre, il faut que vous vous impliquiez. Et enfin, les points clés, manger, bouger, dormir, bon ça, et s'entourer. On y reviendra sur cette chaîne, parce que ça, c'est accessible à tout le monde. C'est assez difficile en réalité de faire correctement, parce que quand vous essayez vraiment de le faire, je vous garantis que c'est pas de la tarte. Par exemple, sans aller dans le médical, si vous commencez à regarder les suppléments, quelles vitamines vous pouvez prendre? Est-ce qu'il faut prendre des oméga 3, du magnésium? Magnésium qui est conseillé par à peu près tout le monde, hein, il y a une espèce d'unanimité là-dessus. Mais par contre, le magnésium, il arrive sous, je ne sais plus, 6, 7 ou 8 formes différentes. Laquelle est la bonne? Ben là, en fait, ça demande pas mal de travail de renseignement, de tri d'informations, d'adaptation à soi. Donc là, il y a des vraies compétences. Mais en même temps, je le redis, l'enjeu derrière, c'est des années de vie en bonne santé. Hein. Donc pour moi, là, on est des pionniers. Donc c'est pas gagné, on va se tromper, on va tâtonner, on va chercher, essayer des choses, ça va pas marcher et les conséquences concrètes peuvent être assez graves. D'ailleurs, moi-même, je vois que je commence à faire les frais de certains choix malheureux que j'ai faits par manque d'information. Donc j'ai assez de recul pour commencer à bien comprendre, à bien cerner ces choses-là. Et je pense que c'est ce que je veux essayer de développer ici sur cette chaîne, que les IA peuvent nous aider grandement dans ces démarches. Alors, les IA, aujourd'hui, elles ont, grosso modo, si je mets un peu de côté les hallucinations, qu'on peut beaucoup réduire avec des techniques comme le RAG, grosso modo, elles ont la connaissance. Le problème, c'est comment y accéder. Parce qu'en fait, elle est un peu noyée dans la masse. Et toute la question, c'est de savoir quelles sont les bonnes questions à poser. Donc c'est là-dessus que je travaille. Je sors bientôt, dans les jours ou les heures prochaines, enfin c'est imminent, il est écrit, il me reste 2-3 petites choses à régler. Un premier opus sur comment enseigner à nos IA pour qu'elles nous enseignent ensuite. Et l'idée, c'est de faire ça ensemble. Parce que, évidemment, là, la tâche va dépasser mes capacités personnelles. Moi, je peux apporter mes connaissances techniques, c'est-à-dire les briques techniques pour manipuler les IA. Mais après, ce qu'on va en faire, ça, je pense que ça va être un travail collectif. Donc voilà, moi, je pense que cette médecine 3.0 est la bonne voie pour nous amener vers l'immortalité qui est, ou la mortalité, on pourrait dire plutôt, une brique essentielle de l'humanité 3.0 qui est le changement anthropologique majeur équivalent à la révolution du néolithique qu'on est en train de vivre actuellement. Voir la vidéo que j'ai dédiée à ce sujet. Bon, vous m'excuserez pour les petits couacs de montage. Je préfère me consacrer au fond plutôt qu'à la forme. J'ai énormément de sujets à traiter, donc je laisse la vidéo telle quelle.